Derrière chaque chef-d'œuvre signé Miyazaki, il y a peut-être une dépression, voire pire. Derrière chaque épisode culte de l'Attaque des Titans, du harcèlement psychologique, parfois physique, souvent quotidien. L'animation japonaise fait rêver le monde entier, mais pour ceux qui la fabriquent, c'est parfois un cauchemar qui ne se termine jamais. Des studios comme Madhouse, Mappa, A1 Pictures ou même Ghibli ont vu naître des chefs-d'œuvre, mais aussi des burn-out, des dépressions, des tentatives de suicide. Certains parlent même d'esclavage moderne. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi l'une des industries les plus admirées du Japon est-elle l'une des plus toxiques pour ses propres créateurs? Cette vidéo est une descente. On va plonger, étape par étape, dans ce que cette industrie cache de plus sombre. Ça, c'est le studio Madhouse. Si vous ne les connaissez pas, c'est eux qui ont bossé sur des bangers comme Death Note, One Punch Man et côté film, des pépites comme Paprika ou Perfect Blue. Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est pas ce qu'ils ont créé, c'est comment ils l'ont créé. En 2015, un rapport d'enquête sort. Et là, tu te dis, c'est pas possible. Un employé de Madhouse avait bossé 393 heures en un seul mois. Ouais, 393, ça fait plus de 90 heures par semaine, 100 jours off. Pour comparer les gars, nous ici on fait du 35 heures et j'ai déjà envie de me foutre en l'air. Le gars dormait en moyenne 4 heures par nuit, parfois moins. Résultat, effondrement total, physique et mental. Il a dû être pris en charge d'urgence et là tu te dis peut-être, ouais ok c'est chaud mais ça reste un cas isolé ton truc. Et bah pas vraiment. Chez A1 Pictures, un autre gros studio que vous connaissez sûrement pour Sword Art Online ou Blue Exorcist, des employés ont témoigné anonymement. Tu termines une tâche, on t'en donne une autre. Les horaires, il y en a pas. La fin de journée n'existe pas. Maintenant, je vais vous mettre une image à l'écran et vous allez devoir deviner quel âge a la personne représentée. Je vous laisse 3 secondes. Je pense pas que vous ayez deviné, mais la personne à l'écran, c'est Yoshifumi Kondo et il a 45 ans au moment de la photo. Oui, 45. En janvier 1998, le studio Ghibli perdait plus qu'un animateur. Il perdait son avenir. Yoshifumi Kondo, 47 ans, travaillait jour et nuit, porté par son talent et l'espoir de devenir l'héritier de Miyazaki et Takahata. Après le succès de Si tu tends l'oreille, il était pressenti pour reprendre le flambeau du studio. Mais son perfectionnisme, ajouté aux cadences infernales de l'animation japonaise, l'ont conduit à l'épuisement. Une conséquence probable du surmenage l'a emporté brutalement. La nouvelle a résonné comme un coup de tonnerre. Chez Ghibli, le choc fut immense. Un collègue admiré disparaissait et avec lui, la promesse d'un futur apaisé. Miyazaki lui-même, bouleversé, annonça sa première retraite temporaire. Cette mort tragique a rappelé que derrière les univers poétiques du studio se cachait une réalité plus sombre, celle d'artistes consumés par leur travail, parfois jusqu'à en mourir. Depuis, la disparition de Kondo reste une cicatrice dans l'histoire de Ghibli, le jour où la magie s'est brisée face à la dureté du réel. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours eu ce gros relou de collègue qui te dit Bah alors, on prend son après-midi dès que tu partais pile à l'heure. Eh bien au Japon les amis, cela n'arrive jamais car les employés sont obligés de dormir à même le sol du bureau pour ne pas perdre de temps. Ah bah oui, le trajet c'est beaucoup trop long frérot, nous on a du taf hein. Et aussi la deadline, j'avais fait des heures sup avec mon travail, il me restait un jour, j'étais loin d'avoir terminé et on avait enchaîné les nuits blanches avec Yugen. Je crois que j'avais travaillé 21 heures sur 24 un vendredi. Le truc, c'est que l'épuisement est devenu une norme. Certains animateurs bossent sur plusieurs projets en même temps, et en plus, ils sont en freelance. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contrat de travail, pas de sécu, pas de retraite, pas d'indemnité si t'as un accident. Donc petit conseil, ne vous faites pas écraser si vous bossez chez A1 Pictures, parce que vous allez payer plein pot les gars. Ah le salaire! On parle de 1 à 3 euros par dessin, parfois moins. Pour vous donner un ordre d'idée, un serveur de fast-food au Japon gagne mieux sa vie. Maintenant que je vous ai mis dans le bain, sachez qu'on a fait qu'effleurer la surface et maintenant on va s'intéresser aux vraies tragédies de l'industrie. Connaissez-vous Yoshikazu Yasuhiko? Considéré comme une légende vivante mais également une âme brisée par l'industrie. Il était character design sur Mobile Suit Gundam et il a marqué toute une génération. Travaillant sur la toute première série, il est notamment à l'origine de tous les designs les plus emblématiques de l'œuvre, Amurorai, Char Aznable ou Sailamas. Je sais pas du tout comment ça se prononce les gars, j'ai pas vu Mobile Suit Gundam, faut pas m'en vouloir. Mais il faut se dire que tous ces designs sont à son unique origine. Si je vous dis tout ça, c'est pour que vous compreniez que c'était quelqu'un dans le game de l'animation japonaise. Pourtant, c'est bien plus tard dans ses mémoires que nous avons appris qu'au sommet de sa gloire, il envisageait le pire. Je passais mes journées à dessiner, mes nuits à corriger, j'avais l'impression que ma vie ne m'appartenait plus. Il évoque des moments d'angoisse extrême, des crises d'insomnie et une profonde déconnexion du réel, causée par une pression de la production inhumaine, où le mot pause n'existait pas. Dans cette industrie, absolument personne n'est épargné, et surtout pas les artistes. Dans certains studios, surtout ceux qui sous-traitent des projets pour des grands noms, les conditions de travail flirtent avec l'esclavage moderne. Voilà, je n'ai pas peur de le dire et je vais vous donner plusieurs exemples. Comme je vous l'ai dit, des animateurs sont forcés de dormir sur place, dans des pièces sans fenêtre, sur des tatamis sales ou de simples matelas posés au sol. C'est déjà une assez grosse dinguerie de dormir au taf, mais si en plus de ça c'est dans de mauvaises conditions,
c'est mieux que je parle pas les gars. La douche, parfois elle n'existe même pas. Les toilettes, partagées entre 20 ou 30 personnes, parfois bouchées ou délabrées. Et puis de toute façon, on n'est pas censé y rester plus de 5 minutes selon le board. Ça, c'était côté hygiène. Maintenant, j'ai envie de vous parler d'un phénomène beaucoup moins présent de nos jours, mais qui a fait des ravages dans les années 2010. Les animes fleuves. Mais déjà pour commencer, c'est quoi un anime fleuve? Eh bien, c'est ce que vous êtes en train de voir à l'écran en ce moment. Courir encore et encore sans jamais voir la ligne d'arrivée. Chaque semaine, les studios d'animation sont obligés de fournir un épisode pour satisfaire le public. Dedans, vous pouvez évidemment retrouver plusieurs noms qui vous viendront en tête. Naruto, Bleach ou My Hero Academia. L'objectif est simple, sortir un épisode par semaine, coûte que coûte. Peu importe si l'équipe est malade, épuisée ou humiliée. Et là, on va parler d'un studio que tout le monde connaît, mais qui cache de terribles secrets. Fondé en 2011 par d'anciens membres du mythique studio Gainax, donc c'est ceux qui ont travaillé sur Neon Genesis Evangelion notamment, Trigger s'est rapidement imposé comme l'un des studios les plus emblématiques et les plus stylisés d'animation moderne. C'est ce genre de direction artistique abusée que tu reconnais à 10 000 km avec des animations exagérées, ultra fluides ou encore des univers déjantés. Dedans on va pouvoir retrouver des animes comme Kill la Kill ou Cyberpunk qui ont un parti pris très prononcé. Trigger c'est pas un petit studio obscur, il faut comprendre que c'est vraiment un cadre de l'animation japonaise. Donc quand une rumeur de harcèlement ou de maltraitance surgit venant d'eux, ça choque. Il y a quelques années, une ex-employée du studio Trigger a raconté anonymement sur le forum japonais Touch des faits accablants. Pression sexuelle de la part des superviseurs, moquerie constante sur son apparence, ou encore des sanctions informelles quand elle osait demander du repos. Même si le message est resté sans suite officielle, il a alimenté une discussion sur la toxicité banalisée dans certains studios japonais. Sexisme, mépris hiérarchique ou encore humiliation publique. Un autre exemple évoque un animateur de Kyoto Animation qui aurait été harcelé psychologiquement pendant plusieurs mois. Selon ses collègues, il venait au travail les larmes aux yeux, et il n'a jamais porté plainte. Un point commun avec un autre acteur du même studio qui lui pour le coup va déclencher la plus grande tragédie de l'animation japonaise. Le 18 juillet 2019, Shinji Aoba, un homme de 41 ans, entre dans le studio 1 de Kyoto Animation. Il répand plusieurs litres d'essence au rez-de-chaussée et crie la même phrase, quasiment inaudible, couverte par les flammes. Vous m'avez volé mon idée. Vous m'avez volé mon idée. Mais volé mon idée! Puis met le feu. L'explosion est immédiate, les flammes dévastatrices. Bilan de l'incendie, 36 morts, dont de nombreux jeunes animateurs, des femmes et des débutants passionnés venant vivre leur rêve. 33 blessés, gravement brûlés, certains restés en soins intensifs pendant des mois. Si cet événement est considéré comme l'une des plus grosses tragédies de l'industrie, c'est non seulement pour ses chiffres accablants, mais également pour les cadors qu'elle a touchés, dont Yasuhiro Takemoto, réalisateur de La Mélancolie de Haruhi Suzumiya, et Futoshi Nishiya, chara-designer de Free et A Silent Voice. Mais alors, comment c'est arrivé? Aoba, c'était un mec instable mentalement, déjà condamné pour vol avec violence. Il prétendait que KyoAni avait plagié un de ses romans soumis lors d'un concours, ce qui n'a jamais été prouvé évidemment. Mais au-delà du délire personnel, de nombreux observateurs, que ce soit japonais ou à l'international, y ont vu un acte symptomatique. Un coup de folie, certes, mais aussi un cri de haine dirigé contre l'industrie, contre le système, celui de l'animation japonaise. Mais alors la première question qui nous vient à l'esprit, c'est pourquoi les studios d'animation japonais sont-ils condamnés à tourner ainsi? Chaque dessin que tu vois, chaque sourire animé, chaque larme qui tombe à l'écran a un prix. Et ce prix, c'est souvent une vie. Pas toujours au sens littéral, mais comme une vie volée, que ce soit par le sommeil, la santé ou les rêves. Le Japon appelle ça gaman, endurer sans se plaindre, supporter jusqu'au bout. Dans l'animation, le gaman n'est plus une vertu, c'est une prison invisible. Les studios entretiennent cette image un petit peu romantique de l'animateur artiste, prêt à tout pour l'œuvre. Et le public, au Japon comme à l'étranger, on applaudit. Mais ce que l'on applaudit, c'est aussi ce qui les tue à petit feu. Les fans réclament toujours plus. Plus de séries, plus vite, plus belles, plus fluide. Internet amplifie cette soif et les saisons se succèdent comme des vagues. Des vagues dans lesquelles les animateurs ne peuvent pas respirer. Les comités de production, ces conglomérats de chaînes TV, éditeurs et investisseurs, imposent leur planning comme des décrets. Les budgets, eux, s'évaporent dans les chaînes de financement et il reste au studio juste assez pour payer au mieux quelques centaines d'euros par mois aux jeunes animateurs. Et c'est alors là qu'on voit un cycle qui va s'installer. Les recrues arrivent, pleines de rêves, formées à la va-vite, prêts à tout donner pour faire leurs preuves, pensant que c'est la chance de leur vie. Elles travaillent jusqu'à l'épuisement, puis disparaissent dans l'anonymat le plus total. Remplacées aussitôt par d'autres,
tout aussi naïve, c'est une chaîne, c'est une machine à passion, mais aussi une machine à broyer. Et si tu te demandes pourquoi ça ne change pas, c'est parce que ce système alimente tout le reste. Les fans, les investisseurs, les studios, les plateformes, tout le monde en profite, sauf ceux qui dessinent. La vérité, c'est que sans une remise en question globale, moins de séries, mieux payées, avec un vrai respect des équipes, rien ne changera. Mais la vraie question, c'est toi qui regardes. Seras-tu prêt à attendre 1 an de plus pour une saison que tu attends, si ça veut dire qu'aucun animateur ne finira à l'hôpital pour te l'offrir? Parce qu'au fond, la vraie question, ce n'est pas quand sortira le prochain épisode, mais combien de vies il coûtera.